Allez, chers amis, Brouchim Habayim, bienvenue à notre cours hebdomadaire. Donc, si Dieu veut, on est là dans l'avant-dernier cours avant Pessah. Donc, je rappelle ce que je vous ai dit hors antenne. La semaine prochaine, si Dieu veut, on fera un cours préparatoire, récapitulatif de toutes les halachot qui concernent Shabbat. Donc, Pessah qui tombe Motzei Shabbat comme cette année. Donc, comme je l'ai dit, dernière fois c'est tombé il y a 4 ans. La prochaine fois, ce sera dans 20 ans. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Bezrat Hashem, qu'on soit tous en bonne santé, si Dieu veut, dans les meilleurs états. Avec le Mashiach, si Dieu veut, d'ici là, on espère, la vérité. Dans 20 ans, s'il n'est pas là, je suis un petit peu déçu. Jusqu'à 120 ans, hein. Bezrat Hashem, bien sûr. Voilà. Donc, ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, ceux qui verront également le cours sur YouTube, sachez que la semaine prochaine, au 8 rue Gordon, on fera un cours vraiment très, très, très important sur les préparatifs de Pessah. Le Shabbat surtout, le Hametz, les matzot, comment on fait, qu'est-ce qu'on gère. Sachez même, je vous lance une petite annonce comme ça. Vous savez ce que c'est la matzah Ashira? La matzah Ashira, c'est une matzah qui n'a pas un goût de matzah en gros. Par exemple, la matzah en vin et à l'orange, la bienfaisante. Ouais, vous la trouvez maintenant un petit peu partout. Je vous donnerai les bons plans où est-ce qu'elle est moins chère, où est-ce qu'elle est plus chère. En tous les cas, ça normalement on peut le manger sans aucun problème. Avant Pessah, ceux même qui ont l'habitude de le manger pendant Pessah, c'est pas Hametz, ça fait sa matzah Ashira, etc. Mais même vous verrez que la veille de Pessah, c'est-à-dire que même le samedi après-midi, il y a un moment où même la matzah Ashira, on ne pourra plus manger. On rentrera dans les détails. C'est ça que je vous dis, même ce qu'on croit que oui, c'est bon, c'est clair, il faut faire attention. Shabbat, il y a des règles. Pessah, il y a des règles. Donc si Dieu veut, je vous invite à venir la semaine prochaine, on verra tout ça ensemble. Alors, ce soir, Bezrat Hashem, on va parler d'un truc important. Je vais vous lancer une petite bombe comme ça, voir comment vous allez réagir, voir si vous êtes réveillés. Moi, je suis chaud, je sors du collège, je suis toujours en forme quand je viens de là-bas. C'est est-ce qu'à votre avis, et je vais vous laisser une minute pour vous exciter un petit peu. Est-ce qu'à votre avis, le jugement des autres, il est important? Bien sûr, non. 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 Bien sûr. Non. Bien sûr. J'adore l'assurance qu'ils ont les gens, c'est incroyable. Hein? Ça dépend de quoi. Oui. Ça dépend de quoi et de Surtout Je demande sur quoi? Je demande Hachem, oui. Des hommes. C'est la Rachonara. Non, j'ai pas dit la médisance, j'ai pas dit le lâcher dans l'âge. J'ai dit est-ce que c'est important ce que les gens ils pensent de toi? Steve, tu dis oui toi. Non. Bon, alors regardez, je vais essayer de pas trop faire durer le suspense, vous allez voir que c'est un sujet quand même qui est très délicat. Et comme d'habitude, on va prendre comme exemple, comme d'habitude, nos acteurs du Tanakh, de la Torah. On va voir qu'est-ce qu'eux ils ont fait, comment ils se sont portés, comme on a l'habitude de dire, Maaseh Avot, Siman Labanim. Ce qu'ils ont fait, nos prédécesseurs, il faut faire un copier-coller. Vous savez, j'adore, des fois on lit la Torah, on voit par exemple, des fois on voit les mauvaises mœurs. Des fois il y a des épisodes de la Torah, tu te dis, mais c'est des fous, c'est des barges, c'est pas possible. Comment ils ont fait ça, comment ils sont dénaturés? Il ne faut pas juger. Vous ne savez pas comment nous on aurait réagi à leur place, dans quel état on aurait été à leur place, etc. Non, s'il y avait fait ça, moi j'aurais pas fait ça. Essaie de te comporter bien. Mais surtout, avant de juger comment eux, ils n'ont pas bien fait quand il fallait bien faire, essaye toi d'arriver à la cheville. Quand les gens ils sont bien comportés, de te faire comme ça, toi de la même manière aujourd'hui. Je peux vous dire que ces deux écoles, c'est très différent. Alors, on va rentrer, on va toucher un sujet qui est intéressant. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle synagogue, ou une personne qui est responsable, c'est ce que c'est un gmar. C'est quoi un gmar? C'est le rachat de Gmilut Chassadim. Ça veut dire, vous avez une personne, demain, soit qui a de l'argent personnel, soit qui est quelqu'un très très massif et actif, et il se rend compte qu'à chaque fois que les gens ils veulent par exemple faire des repas à la maison en famille, un grand Shabbat, des fêtes, etc., il y a souvent le problème, vous savez, allô bonjour, il appelle son voisin en quoi, est-ce que tu peux me prêter 5 chaises, est-ce que tu peux me prêter une table pliante? Qu'est-ce qu'il y a? Ben écoute, je reçois du monde, il y a la fiancée de mon fils qui vient Shabbat, donc on a invité un peu de monde, inversement, etc. Il y a la belle-mère, il y a celui-là, il y a le cousin. Bon voilà, on manque de table, on manque de chaises. Alors tout de suite, c'est moi j'ai une chaise, moi j'en ai deux, tu peux venir, ah mais j'ai pas de voiture, tu peux me les déposer, mais tu t'es cru où, machin. Donc tu te trouves bloqué, il te faut 10 chaises, il te faut 2 tables, il te faut une table, tu fais un anniversaire, tout simplement. Donc je vais à la synagogue elle est fermée, tu appelles Freddy il n'est pas là, les clés elles sont chez l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un type qui est intelligent dans le quartier, il dit bon, on va mettre fin à tout ça. Je vais ouvrir un gmar, c'est-à-dire, je vais prendre soit un petit local, ou soit même chez lui à la maison. Je vais acheter, écoutez bien, je vais acheter 20 chaises, 30 chaises, 5 tables, et tout celui qui a besoin, il peut les emprunter gratuitement. Elle est belle ou pas? Vous savez qu'à chaque fois que vous avez besoin, vous l'appelez, évidemment, si c'est disponible, il vient, bien sûr que c'est une mitzvah. Tu vas, tu les trucs.
Alors ça, évidemment, ce sont des petites choses. Et après, on peut monter le niveau Ensof. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des gmachim de lit. De lit avec matelas, pareil. Les gens, ils veulent inviter. Oui, bon, évidemment, on ne parle pas d'un lit d'eau, on parle des lits pliants, des choses comme ça, mais même, ça dépanne vachement. Des matelas, vous imaginez quand on a besoin des fois de faire dormir des enfants et tout, même si vous les mettez de part de des fois, Dieu bénisse que vous recevez beaucoup de monde, Shabbat Ratan ou quoi, il faut essayer de faire loger tout le monde, il faut essayer. Et là, carrément, on arrive au best du best, et évidemment, le gvar peut-être qui est le plus nécessaire, c'est l'argent. Là, carrément, là, il faut un vrai kérin, il faut un vrai capital, je sais pas moi, 100 000, 200 000, 300 000, peut-être plus en shekel. Vous savez qu'il y a des gmachim qui font tourner des millions tellement que les gens ont besoin. Et vous savez la bracha que c'est. Allez prendre maintenant, demain, vous mariez vos enfants. Ah, Mazal Tov, on est content, il a rencontré enfin 35 ans, super. Ben, tu commences à faire le calcul. La salle, l'orchestre, si, ça, les manottes, le traiteur, Dieu bénisse chaque année, t'as tout qui s'envole, Bachamaïm, le prix. Tu dis, bon, ok, c'est bien. Maintenant, moi, de côté, je sais pas, moi, je veux dire une bêtise. J'ai 60 000, 70 000, un mariage, ça coûte beaucoup plus. Comment je fais? Il me manque 50, il me manque 100 000. Alors, si tu vas à la banque, ils vont te prêter. Aval. Il y a des intérêts. Eh oui, ribit, il y a des intérêts derrière. Tu empruntes 100 000, tu vas rendre 130 000. Tu dis, mais comment je fais? C'est trop, machin, je sais pas comment faire. Ah bon, j'ai mis les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Tu dis, tu as besoin d'argent, viens là-bas. 100 000, tu me rends pas 110 000 ni 101 000. Tu me rends 100 000. Je ne veux pas un shekel de plus. Et pire que ça, tu n'as pas le droit de me rendre un shekel. Pourquoi? Ça s'appelle quoi? Ribit. Assour dans la Torah, d'emprunter et de rendre avec de l'intérêt. Maintenant, évidemment, il faut des garanties, il faut des garants, il faut des harivim, etc. Mais en tout cas, heureusement que ça arrive. Et quand c'est là, au Hachem, on est content. Alors, sachez une chose, mes amis. Ceux qui sont responsables des gmar, ceux qui sont responsables des synagogues, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'ils encaissent les dons de la synagogue, ils donnent ici, ils donnent là. Sachez une chose, est-ce qu'à votre avis, ces gens-là sont obligés de rendre des comptes financièrement ou non? Alors la dame, elle dit, et à juste titre, bah si, quand même, c'est pas son argent, c'est pas son argent, il faudrait qu'il y ait une transparence, où va l'argent, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Alors, sachez que je vais vous apprendre quelque chose, c'est que si je regarde ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, à l'époque où on a construit le Mishkan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu donc tous les dons d'Israël. Donc les dons, on rappelle, c'est quoi? De l'or, l'argent, comment on dit du nérochette en français? Du cuivre, bravo. Et tout ça, donc avec ça, on a construit le Mishkan. Ok. On arrive à la fin de la construction du Mishkan. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Et les Pekoudé à Mishkan a Edut. Il va rendre des nombres. C'est quoi Pekoudim? Ce sont des nombres. Ça veut dire, il va commencer à faire un bilan comptable, des rentrées et des sorties. Sauf que l'argent y est, le bronze y est, les entrées d'or, elles y sont, les dépenses d'or ne figurent pas sur le bilan comptable. Alors, tu prends n'importe qui commence à faire un peu de comptable, le type il commence à regarder son tableau Excel, il dit, attends, il y a un problème. Et le pire, c'est ce que c'est quand vous vous rendez compte qu'il y a une erreur tellement énorme, tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, j'ai un souvenir, je vous avais déjà un souvenir, ça remonte à quelques années maintenant, quand j'ai passé mon permis de conduire. Ouais, ça va rejaillir beaucoup de gens, j'en suis certain. Quand j'ai passé le permis de conduire, j'avais pas beaucoup de temps, parce que j'étais à la Yeshiva en Israël, je rentrais en France, j'allais faire des allers-retours, il fallait que j'arrive à chaque fois quand je suis là, passer le code, quelques heures de conduite, ensuite ci, ensuite ça. Mais alors moi, j'ai été formé en mode Yeshiva. C'est-à-dire que quand on apprend un programme, jusqu'au bout, il y a des svarot, il faut que ça s'arrange dans tous les sens. Si tu retournes un truc à droite, à gauche, un truc qui bloque, ça passe pas. Donc moi, je suis rentré avec ma tête de Baruch Isha, je suis parti apprendre mon code. J'apprends des règles. Vous vous souvenez, distance de freinage, etc. Ça vous rappelle des choses ou pas? Ouais, je suis sûr aujourd'hui, si cette devait repasser le code, il y a la majorité qui ne conduirait plus déjà. Ok? Et là, je me rends compte que j'apprends la leçon, je regarde les exercices, j'essaie d'appliquer les exercices, il y a un truc qui ne colle pas. Je dis, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, la Gemara? Quand tu ne comprends pas ta Gemara, du tout, il y a un truc qui bloque, remonte à la Mishnah. Parce que si tu n'as pas compris la Mishnah, tu ne comprendras pas la Gemara. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ok, on rembobine, je repars à la leçon. Je réglisse truc, ok, c'est clair. Je prends un papier, je fais des dessins, des flèches, ce que vous voulez. J'arrive à l'exercice, en route, je recommence. Ça ne marche pas. Il y a un problème, le résultat de l'exercice est faux. Je dis, c'est pas possible. Alors, je dis, quand vous êtes devant, tu dis, mais c'est pas possible, c'est le code officiel national français, c'est pas possible.
Et je refais, j'ai dit, il y a une erreur. Donc j'appelle le, comment on appelle ça? Je sais pas, l'examinateur, le directeur du centre, et je dis, écoute, il y a un truc que je comprends pas. Ah, lui, il arrive tout sûr de lui, il met son petit casque et tout, il me dit, vas-y, envoie. Et au passage, c'était le seul feuge de l'auto-école. Ok, donc il met le truc, il écoute, il me fait, très clair, leçon, exercice, il me dit, ouais, c'est clair. Là, je le regarde, je me dis, c'est ou moi ou lui le débile, mais il y a un des deux qui n'est pas clair. C'est pas possible. Je lui dis, viens, on répète la leçon ensemble. Il a dit ça et ça égale ça. Il me dit oui. Donc ça fois ça égale ça, oui. Donc si je pousse à l'infini, c'est censé être le même résultat. Il me dit oui. Je dis, regarde là, on prend l'exercice. Les 2-3 premiers résultats, c'est bon, mais tu fais x4, x5, ça marche pas. Et là, il bug. Il me dit, t'as dit quoi là? Je lui répète. Il me dit, remets l'exercice, remets la leçon, oui. Et là, écoutez bien, il est avec l'écouteur. Il enlève l'écouteur, il se rend compte de ce qui se passe. Il me dit, est-ce que tu sais que tu es un psychopathe? Je n'oublierai jamais ce mot. Il me dit, est-ce que tu te rends compte que tu as trouvé une erreur dans le code national français? Mais alors moi, je me dis, c'était tellement énorme, j'y ai pas cru. Mais à force de faire, on s'est rendu compte. Donc je sais pas, il a fait savoir à qui de droit. J'espère en tout cas que ça a été corrigé. Pourquoi je vous dis ça? Les gens, quand ils ont demandé des comptes, on veut voir les dépenses du Mishkan. Très bien, ils voient le... Comment vous avez dit déjà le nérochette? Le cuivre. Moi, je sais pas, j'ai le bronze en tête. Le cuivre. Il dit ok, tac, tac. L'argent, ça a l'air d'aller. L'or, je vous dis une bêtise, il est rentré 1 million. Sorti combien? Alors là, à votre avis, qu'est-ce qui peut plus exciter une personne dans la folie? De ne pas savoir ce qui se passe, ou que carrément on lui crie au visage, tu sauras pas, regarde, je t'embrouille. Bah, je dis, Moshe Rabbeinu fait mieux. Dis rien. Les gens, ils sont censés te faire confiance, mais ne joue pas avec les nerfs des gens. Tu montes des sorties surtout, et sur le matériel le plus précieux qui est l'or. Rappelez-moi combien ça vaut aujourd'hui un kilo d'or? 2900. 90 000 euros. 2900 dollars. L'once. Non, le kilo. Ah, le kilo. Le kilo. 90 000 ou 70 000? 60 000 euros. 92 000, je bénisse. Imaginez. Alors imaginez aujourd'hui, imaginez, je fais une levée de fonds. Et je demande toutes mes dames de payer qu'en or. Maintenant, je ne vous envoie pas de photos des institutions que j'ai construites, ou à peine peut-être, mais bon, vous venez, dites, c'est pas possible. Est-ce qu'on a justifié une telle dépense? Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici à la rigueur? Que il faut donner un bilan. Moshe, il a fait. D'accord? Mais soit tu donnes un bilan complet, soit tu n'en donnes pas. Donc maintenant, Moshe, il est là ni pour énerver personne, et ni encore pour exciter quelque part les autres. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on voit que Moshe, quand il est en train de gérer l'oseille, il n'est pas tout seul. Il y a qui avec lui qui signe sur les reçus? On a Itamar ben Aaron HaKohen. Donc c'est celui qui va prendre la place plus tard de Aaron HaKohen qui va devenir le Kohen Gadol. Et on voit que lui, il est avec Moshe. La question c'est, Moshe, depuis quand tu as besoin d'un acolyte? Tu vas prendre la Torah tout seul, tu reviens. Tu parles avec Hachem, tu reviens. Tu enseignes la Torah à qui veut l'entendre. Et là, dès qu'il s'agit de ça, tu prends quelqu'un et on voit qu'à chaque fois, il est complètement écrit sur toutes choses. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est intéressant. Écoutez bien. Moshe, il a fait un calcul. Et ne le prenez pas mal, ce que je vais vous dire. C'est Moshe qui le dit. C'est ramené au nom du Midrash Rabbah. Il dit que Moshe et Itamar ne sont pas suffis uniquement de gérer l'argent, comme il l'entendait. Évidemment, chaque centime, c'était dirigé par Hachem. Là, tu mets ça, là, tu mets ça. Là, il faut que ce soit en or. Donc, en fonction de ça, on savait combien ça pesait. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit Moshe, Ikir Teva Bnei Adam. Moshe il était conscient de la nature de l'homme. Écoutez bien. Il dit Anashim Chashdani. Les gens, ils sont suspicieux. Les gens, par nature, sont suspicieux. C'est quoi ce suspicieux? Ça veut dire, je te regarde, je me dis, est-ce que lui, il est honnête, il n'est pas honnête? Tu vois? Méfiant. Méfiant, bravo, super, encore mieux. Il dit, c'est l'omeshane miata et la ma'anashim choshvim alecha. Il dit, ça ne dépend pas uniquement de qui tu es, à quel point tu es bien. La question, c'est comment est-ce que les gens, ils te regardent? Et pourquoi les gens ils te regarderaient mal? Parce que puisqu'il y a des gens qui sont capables de truander des escrocs, donc forcément, ils sont capables aussi de te regarder à toi avec ce regard-là. Comment il dit ce Razal? C'est quoi la phrase? Kol ha-posel, bemumo posel. Ça veut dire, tout défaut que je te reproche, sache que ce défaut, je l'ai. Si je te regarde, là, je dis, quel radin, quel gourmand, quel goinfre. Tu dis, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me parles comme ça? Kol ha-posel, bemumo posel. Pourquoi? Vous savez, je vais vous dire, moi, j'essaye en général, quand je travaille,
de le faire de la manière la plus honnête possible. Il y a un malentendu, ça me dérange. Donc par nature, quand quelqu'un me dit, écoute, il y a lui, il y a eu arnaque, etc., et le gars il m'explique la situation, maintenant, si l'escroquerie elle est très claire, évidemment, il n'y a rien à faire. C'est évident, le gars c'est un escroc. Mais c'est quoi des fois le pire, c'est qu'il y a toujours un petit côté qui dit, mais peut-être pas. Voilà, il a reçu de l'argent, il dit qu'il a passé, l'autre il dit qu'il n'a pas reçu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a forcément des deux qui m'idolent, qui disent, mais lui je le connais. Maintenant, moi j'ai beaucoup de mal à croire quand les gens sont malhonnêtes. Pourquoi? Parce que moi vraiment, je me travaille tellement pour le... C'est drôle que j'ai du mal à regarder les gens comme ça. Par contre, peut-être j'aurais d'autres défauts. Ou le il me dit la visage, je vais, ah ouais, ça ne m'étonne pas. Ah ouais, ça c'est sûr. Pourquoi? Voilà, ça. Quand toi tu es nagoua dans quelque chose, quand toi tu vis dans une certaine ambiance, dans une certaine réflexion, dans une manière de vivre, etc., c'est pas un problème de faire un copier-coller. Par contre, quand toi tu vis avec des années-lumière, tu vois, imaginez quelqu'un, on vous dit, depuis qu'il est petit, bah, Hachem, il a eu le mérite de grandir dans une maison où les gens ils font Shabbat. Les gens ils mangent évidemment kasher. Tu parles pas de cochon à la maison, ça n'existe pas. Et imagine un copain, un jour, tu sais que lui, ton pote d'enfance, il est Mechal el Shabbat. Il va dire, mais c'est impossible, t'es un malade. Mais t'es un malade, je peux même pas imaginer pourquoi. Parce que tu as 100 000 années-lumière de ça. Mais une personne qui est Mechal el Shabbat, un Shabbat sur deux, qui est Mechal, va te dire quoi? Bah pourquoi pas. Pourquoi? Parce que lui-même, il est déjà dans cette ambiance. Vous comprenez? Donc Moshe Rabbeinu, il dit, malheureusement, l'être humain, il a des défauts. Et à la veille qu'on n'en avait pas. Il dit, l'homme, il est suspicieux. Ça veut dire quoi? Et Peter, il est méfiant. Il te voit et te dit, lui, je le sens, je le sens, je le sens pas, je le sens, je le sens pas. Pourquoi il réfléchit comme ça? Ça ressemble à la Shonara quand même. Non, c'est quoi la Shonara? La Shonara, c'est répéter quelque chose de mal. Suspicieux, c'est dire, je dis rien, mais je pense. Je pense de travers, Chas v'Shalom, sur toi. Tu comprends la différence? Donc Moshe dit, regarde, moi je ne veux pas rentrer dans les problèmes. Je préfère mettre en avant ce qui est rentré, ce qui est sorti. Alors tu dis, mais bon, je ne comprends pas. On parle d'un, excusez-moi du terme, d'un demi-dieu, j'ai envie de dire, mon cher Avinu. C'est un être humain, le Khatrila, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi je dis demi-dieu? Alors, il a fait l'aller-retour au ciel comme toi tu vas chez ta mère. Il monte 3 fois au ciel. Hachem, on fait connaissance, il dispute avec les anges, il a un débat, il les bat, il reçoit des cadeaux, il est sur la Torah, il les casse, il remonte, il demande pardon, il remonte, il redemande les torts. Oh bah, il descend, il a une aura tellement forte de Kedusha sur le visage qu'on ne peut même pas le regarder dans les yeux. Kedusha sur le visage. Alvaï, je vais l'aider, moi j'ai jamais vu quelqu'un comme Moshe. On dit que la Torah dit il était tellement lumineux qu'il devait mettre un masvé. C'est quoi un masvé? Comme un petit rideau, comme une kala comme ça qui se couvre le visage. Pourquoi? Les gens ne pouvaient pas le voir tellement qu'il y avait de la lumière qui émanait de son visage. Je dis le niveau des Kedusha qu'il avait atteint. Moi je vous dis, quand je vais voir des grands tzadikim, Rabbi David Abou Hatzera, des gens comme ça, tu les vois, il n'y a pas de lumière. Il y a un truc, il y a une aura. Il y a quelque chose de très très particulier. Mais je peux quand même le regarder dans les yeux. Mais non. Moi, je ne peux pas regarder dans les yeux. Alors imaginez Rabbi David Abou Hatzera, demain je vais le voir pour une bracha. Imaginez. Et je lui dis, il me dit, est-ce que tu peux participer à ma levée de fonds pour un kollel? Il me faut, je vous dis une bêtise, 2000 shekels. Rabbi David me demande, je ne les ai pas, je vais les emprunter, je lui donne, je lui dis tout de suite. Il veut me dire ça pour des bracha vers Sarah, mais tout de suite je participe. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je regarde dans les yeux. Est-ce que je pense une seconde que ça peut être un voleur? Non. Non. Même si demain tu viens me montrer, écoutez bien, avec une vidéo, qu'il a pris un chèque, au lieu de la mettre dans la coupa de Tzedaka, il l'a mis dans sa poche, je vais retourner le monde pour trouver un Lekav Zerut. Vous savez, une vraie histoire que j'ai entendue de mamage d'un cli riche. Il y a une personne qui est venue de Chutz Laaretz. Elle est venue voir Rabbi David. Elle demande une bracha, etc. Et il lui donne, à la fin, un chèque. Pour les Mosdot, pour aider qui il donne un chèque. Le montant du chèque, je ne me rappelle pas, mais de ce que j'ai compris, c'était un beau chèque. Le type, il dit que un quart d'heure, 20 minutes après, donc il était dans la cour, il sort, et il voit un type sortir avec son chèque dans la main. Mais alors, c'est un chèque qui vient, je crois, du Canada ou des États-Unis, donc c'est pas un truc israélien, c'est mon chèque, ça. Il est reparti. Il a demandé au gamin, il dit, moi, c'est quoi l'histoire? Il a volé au rab, et qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, le rab, il l'a donné. Il a dit, toi, tu es sorti, tu l'as donné. Il est venu, le type derrière toi, il a dit qu'il avait un mariage d'un de ses enfants, et trucs, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire c'est un passage. Tu crois que tu as de tzedaka, mais lui, tu fais encore plus de tzedaka. Le chèque que tu as donné pour lui, il a donné à quelqu'un d'autre. Ça, c'est des vrais tzadikim rabotaï. Donc demain, tu me dis, regarde, je lui ai donné. Au lieu de le mettre là, il a mis ici.
Je dis, mais tu sais pas ce qu'il va faire avec cet argent. Mais tu peux juger les Kafrova. Ah, elle est belle la voiture de Rabbi David. Ah, il a des belles chaussures, Rabbi David. Tu as vu le chapeau qu'il a? Est-ce que tu sais vraiment ce qu'il fait avec cet argent? Donc je vais retourner dans tous les sens. Et on parle d'un être humain qui vit en 2025. En Bretagne, je reviens à l'autre sujet, on parle de Moshe Rabbeinu. Le seul homme sur la planète qui a vu Hachem et qui lui a parlé, panim el panim. Enfin, vu Hachem, évidemment, il n'a pas vu son visage, ça on le sait, mais il parlait avec lui, mamash, comme quelqu'un parle avec son ami. Et de lui, tu es capable de dire, ah, il a de l'oseille, il s'est trouvé, il a détourné des fonds. Il allait à la date, Kazedava. Il faut savoir comment ça a commencé. Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. Le Midrash, vous allez tomber. Lama asa imahem cheshbon. Il dit, pourquoi est-ce que Moshe, il a rendu des comptes au Bnei Israël? Akash Baruch Hu ma'amino, et Hachem lui fait comprendre, il lui fait confiance. Qu'est-ce qu'il dit? Loken avdi Moshe bechol beti ne'emanu. Il dit à Hachem, à tout le monde, Moshe Rabbeinu, là où je regarde, il est droit. Il est nickel, il n'a rien à se reprocher. Alors, Hachem, il témoigne, et nous, on vient faire les marioles en disant, ah, et comment ça a commencé? Écoutez bien. Et là, un jour, Shama Moshe letzane Beni Israël medabrim me'achorav. Un jour, Moshe, il a entendu les moqueurs des Beni Israël qui parlaient sur lui. Et écoutez bien, la Gemara, elle raconte quelque chose de très intéressant. Que quand Moshe, il marchait, il se baladait, il y avait deux versions sur ce que les gens disaient sur Moshe. Écoutez bien, on a Rabbi Yochanan qui va dire la chose suivante. Les gens qui le voyaient avec cette aura, avec cette kedusha, ils repensaient, vous savez, des fois tu vas marcher quelqu'un dans la rue, tu es en train de boire un café, tu n'as rien à faire, tu regardes, et tu penses à ce qu'il a fait, ce qu'il fait dans sa vie, et tu dis, ah le pauvre type. Enfin, tu dis, ah le beau gosse, ah j'aimerais bien être à sa place, ah il a une belle situation, et tu commences, ah il a fait ça, il a fait ça. Les gens, quand tu voyais Moshe Rabbeinu, le type il a grandi au palais de Paro, il a réussi à se reprendre lui-même en main, il est parti. Vous savez que Moshe il était roi pendant 40 ans, si je ne me trompe pas, Beretz Couche en Afrique, avant d'aller à Midian, il a tout laissé, il a tout claqué pour la Torah, pour ci, pour ça. Incroyable, il est parti de rien, c'est devenu l'homme le plus proche de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Heureux soit sa naissance. Tous les jours, il a le srout que quoi? Qu'Hachem il va, il appelle, truc, c'est son confident. Même des fois, Hachem il veut faire des choses. Moshe il arrive à le convaincre du contraire. Mais ils étaient en extase. Par contre, Rabbi Bachama Omer, vous êtes prêts ou pas? Ouais. Je parle de Moshe. Ayou Omrim, il disait sur lui, Kama Shamen Orpo Vetsavaro Shel Ben Amram. Comment elle est grasse, la nuque de Moshe. Moshe apparemment il était un peu fort. Donc une personne qui a du poids souvent, alors il y a le double menton, il y a aussi apparemment la double nuque. Ouais. Il dit mais bien gras, il est grassouillé Moshe, Dieu bénisse, ça mange bien à la maison, il y a les boulettes, il y a tout ce qu'il faut. Donc déjà on parle de Moshe. Et qu'est-ce que répond son pote? Vechavero Onelo. Dis-moi, Gégé, tu t'attends à quoi? Adan Sheshalat al Melechet Amishkan. En Atam Evakesh Sheye Ashir. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est lui qui a la main mise sur toutes les entrées du Mishkan. Tout l'oseille, il rentre, ça passe par lui. Tu penses qu'il va pas être assez riche pour manger à sa faim? En sous-entendu, ça veut dire quoi? Il y a une petite commission. À droite, à gauche, alors si sur 100 shekels, tu vas rien gagner. Mais quand on parle de millions, Moshe, il a entendu ça. Kesheshama Moshe Amar Lahem, C'est pas méchamment. Chayechem, Nigmar Amishkan, et Ten Lachem Cheshbon. Il a dit, je vous donne ma parole. Alors on va terminer le Mishkan, vous allez recevoir, mais il faudra tout ce qui est rentré et sorti. Donc déjà, vous comprenez d'où c'est parti l'histoire. Moshe, c'est pas le verbe maintenant en disant, ah, on croit que. On entend des gens qui parlent sur lui, mais c'est grave, on parle d'un ange là. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Bah ouais mon frère, si le type il fait du 52 en pantalon, forcément il a de quoi remplir derrière. Il attend lui, tu crois que quoi? C'est lui qui sait. Il est comme ça, tu connais ou pas? Le rabbin il est comme ça avec le président. Évidemment qu'il va lui augmenter la paye. Évidemment lui il est comme ça. Ça a commencé comme ça. Alors, je vais vous apprendre un truc. Donc là, halakha, sachez qu'elle ne demande pas, qu'elle n'exige absolument pas qu'on rende des comptes sur de l'argent. Et je vais vous citer. La Mishnah dans Shkalim a dit la chose suivante. En a torem, c'est quoi un torem? C'est pas celui qui donne. On parle ici du gizbar, du trésorier du Beth Amikdash. Il a dit lui, il y a une chose qu'il doit faire attention. C'est quand il rentre
comment appeler ça, je sais pas moi, dans le coffre, dans la salle des trésors, appelez ça comme vous voulez, il ne doit pas rentrer avec un habit qui a des poches. Pourquoi? Parce que le gars il rentre, il sort, je sais pas ce qu'il a pris. Je sais pas c'est où, quelqu'un m'a dit que peut-être dans les bourses au diamant, etc. En tout cas là, ils manipulent. Avant de sortir, ils sont... Hein? Afrique du Sud. Ouais. Non, mais pas en Afrique du Sud, mais dans d'autres endroits. Tous ceux qui manipulent des diamants, etc., donc imaginez la taille du diamant, ils sont vérifiés des pieds à la tête quand ils sortent, être sûr qu'ils n'ont pas volé quelque chose. Ouais, peut-être à Anvers, je ne me rappelle plus où c'était. Mais pourquoi? Parce que tu peux mettre ça dans rien, je ne sais pas comment, avec quels appareils ils ont, la fouille qu'ils ont au corps, il n'y a rien qui passe. On te dit, celui qui est responsable financier au Beth Amikdash, il faut qu'il fasse gaffe. Pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a marqué là-bas qu'il doit rendre des comptes? Non. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas ce qu'on appelle éveiller des soupçons. Quand tu commences à t'attirer le problème des uns et des autres, fais gaffe. Le passouk qui dit V'iten nekiyim me Hachem ou me Israël. Dans la vie, sachez une chose qui est très importante. Et on va ramener une très belle histoire là-dessus. C'est que ça ne suffit pas uniquement d'être clean aux yeux d'Hachem, il faut également être clean aux yeux des hommes. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un Tamid Chacham, j'ai oublié son nom à Agmara, il se baladait et il a croisé Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, dis-moi Eliyahu, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, à part évidemment marier les gens? Voilà, son nom c'est Rabba Bar Shila. Qui marie les gens? Il a dit, qu'est-ce qu'il fait Hachem toute la journée, à part le fait de marier les gens? C'est Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Mais avec Zivugim. C'est lui qui marie les gens, lui avec celui-là, lui avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Qu'est-ce qu'il fait à part ça? Il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il est assis, il kiffe, il se fait un kiff, et il répète tous les enseignements que ses enfants, ils disent. Mon fils, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça. Mon fils, Rabbi Akiva, il dit comme ça. Mon fils, Rabbi Tarfon, il dit comme ça. Les mêmes rotes, il dit à part, écoutez bien, celle de Rabbi Meir Baalanes. Pourquoi? Kiulamad Torah miacher. Parce qu'il a appris la Torah de quelqu'un qui a tout plaqué dans le judaïsme, Elisha ben Abouya, que carrément on l'a surnommé Acher, quelqu'un d'autre, tellement qu'il était étranger au judaïsme. Alors que c'était une montagne, une sommité en Torah. Et du fait qu'il a appris de cette personne et qu'il y a une mauvaise étiquette sur lui, il va dire les enseignements de tout le monde, à part ceux de Rabbi Meir Baalanes. Vous vous rendez compte de qui on parle? Et ça, c'est la réponse d'Eliyahu Hanavi. Donc, c'est plus net, plus propre, plus sûr, tiens pas. Maintenant, le Rav en question, il dit, mais je ne comprends pas. On parle d'un être humain normal. Il dit, mais pourtant, c'est connu que Rabbi Meir, Toho Achal, Klipato Zarak, que quoi? Qu'il a mangé l'intérieur, entre guillemets, du fruit, et les écorces, toutes les choses négatives, il a jeté. Sachez ça, c'est très difficile à faire. Il n'y avait que Rabbi Ateka. Je vous donne un conseil, après je vous dis ça. Si Chaz Veshalom un jour, Chaz Veshalom, vous rencontrez quelqu'un, c'est un génie en Torah, mais c'est un pourri, il n'est pas honnête, c'est un escroc, vous ne savez pas ce qu'il fait, il ne faut pas s'approcher de lui. Il ne faut pas dire, non, mais moi je suis costaud, moi, regarde, Rabbi Meir, il a réussi. Il est parti fréquenter quelqu'un qui était idolâtre, qui enfreignait toute la Torah, pour tenir rester nickel. Mais ça, c'est Rabbi Meir Baalanes qui est capable de faire un tri pareil. Toi, tu vas te faire bouffer, tu vas te faire attirer, tu vas tomber en morceaux, au nom soi-disant de la Torah. Faut pas faire ça. Rabbi Meir, il a réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Toho Achal. Il a réussi à se concentrer sur l'essentiel, ce qui était pur, ce qui était la Torah, le savoir qu'il y avait là-bas. Klipato Zarak, tout ce qu'il y avait autour, toute la klipa, au sens propre figuré du terme, c'est-à-dire l'écorce, il a jeté, surtout les klipotes, c'est tout ce qui est mauvais, des avérotes sur l'homme. Il a jeté. Et là, à ce moment-là, il me dit un truc extraordinaire. À partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a commencé à dire des mêmes rotes au nom de Rabbi Meir Baalanes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Hachem, tu crois qu'il est assis comme ça et il a attendu qu'il y ait un petit être humain qui va lui apprendre un chidouche, que Rabbi Meir, il a mangé l'intérieur, il a jeté l'extérieur. Ah, et avant ça, il ne savait pas, n'est-ce pas? Avant ça, il n'y avait pas. Tu n'es pas né, il sait déjà ce qui va se passer dans ta vie. C'est pourquoi il ne savait pas? Réponse, Hachem l'a dit, tu n'as pas compris. J'ai besoin d'attendre et de m'assurer que la personne en question, même si elle est propre à mes yeux, elle est également propre aux yeux des hommes. Parce que Bachamaïm, quand on, entre guillemets, on juge, on jauge une personne, c'est pas uniquement en fonction de ce qui fait Ben Adam la Makom, mais c'est surtout et avant tout Ben Adam la Chavero.
Vous connaissez la phrase? Aouva la biriot, Aouva la Hachem. Une personne qui est aimée des hommes, en général, il est aimé d'Hachem. Par contre, Eno Aouva la biriot, alors Eno Aouva la Hachem. Une personne qui a tout le temps des disputes avec tout le monde, et il se prend pour un tzaddik, il va écrire 8 heures par jour, il boit des doutes, mikvé. Il a des problèmes partout, il va, il fait des problèmes. Je lui dis, mais t'as pas compris. Toi et moi, on a un problème là. Faut que tu te reprennes. Tu ne peux pas être un tzaddik sur le compte des gens. Vous comprenez? Ça marche pas comme ça. Et juste pour la petite info, comme ça, on n'est pas dans un cours de Shalom Bayit, mais pour le kiff. Vraiment pour le kiff. Si déjà on fait la différence entre les hommes et Hachem, nous on fait aussi un aparté sur les hommes entre eux. Il y a aussi un autre problème. C'est qu'il y a plein de personnes, ils sont aimés par tout le monde. À la maison, c'est Hiroshima. Alors, sachez, vous vous souvenez que je vous ai parlé l'autre fois du livre de Rav Arush, Bekana Shalom, ça vous dit quelque chose? Alors je répète en direct, le livre, il est réservé exclusivement aux hommes. Interdiction aux femmes de le lire. C'est clair, mesdames? Je sais que j'ai attisé encore plus votre curiosité comme ça. Vous n'avez pas le droit de lire ce livre. Rav Arush, il dit, les femmes ne lisent pas. Pourquoi? Parce que ça va apprendre à un homme comment se comporter à une femme. Les défauts qu'il peut avoir, sur quoi il doit se travailler. Mais si toi tu n'as pas fait ce que tu as à faire, c'est pas comme ça. Interdiction approchée de ce livre. Ok? Je m'adresse à vous, messieurs. Comment il s'appelle le livre? Dans le jardin de la paix. Magnifique. Quand vous ouvrez le livre, le Rav Arush, il te dit, il t'explique le rôle d'un homme, c'est un truc de fou. Et il te dit, sache que si tu n'as pas de Shalom Bayit à la maison, ce que tu fais dehors, ça ne vaut rien. Ni ton Limud Torah, ni tes Tfilot, ni tes Maasim Tovim. Tout commence, l'essentiel, c'est à la maison. Ma parole, et je vous dis la vérité, j'ai assisté à une scène, bon, encore une fois, je ne juge pas, où j'ai vu deux personnes qui faisaient des cours ensemble. Une personne âgée, une personne moins âgée. Ou un certain, la personne âgée est un peu fatiguée. Donc la personne plus jeune, elle lui a dit, bon, regarde, laisse-moi, je vais terminer, sors dehors, on va faire un café. Attends-moi, quand je finis, je t'appelle. Je lui dis, je tiens plus. D'un coup, il y a une dame qui vient demander à cette personne âgée, je sais pas, un conseil, une bêtise, une cache-route, ou... Enfin, c'est pas une bêtise, la cache-route, dire un détail, quoi. Et le type qui n'arrivait plus à se tenir, il se redresse, il accompagne, il fait la discute, il conseille qualité de viande, pas qualité de viande, il commence à faire un... Pendant 10 minutes, l'autre à côté, le jeune, il vient. Mais là, il dit, Rila, quoi la capote que tu fais du réseau avec les gens? Mais moi, je sens mauvais, je suis là pour toi, je t'aide à faire les courses. Pour moi, t'es fatigué, pour les autres, t'as des forces. Tu dis, ah ouais, c'est gonflé. Mais sachez qu'on est tous comme ça. On te demande de faire le canapé à la maison, relou. C'est bon, c'est pas à moi à faire ça. C'est pas à moi à faire ça. Tu peux m'aider avec le frigo, s'il te plaît? Ah, c'est bon, c'est fatigant, je dois me plier en deux. Il y a ton pote qui t'appelle, ou le père de ton pote, je sais pas, tu aimes bien avoir des faveurs de lui. Comment ça va? Excuse-moi, je suis Raphaël, il est en face de moi. Juste pour la petite info, Raphaël, si vous avez besoin d'une personne qui vous aide dans votre vie, numéro 1. Le problème, c'est qu'il y a une longue liste d'attente. Tout le monde l'appelle. Et il essaie d'être disponible. Lui, c'est l'inverse. Il doit faire un effort de ne pas dire oui à tout le monde. Vous pouvez apprendre de lui au prochain. Ok? Donc maintenant, je t'appelle, tu peux m'aider pour un déménagement, je suis là tout de suite, ça devient un guerrier. Il porte des frigos, il porte des meubles. Il arrive à la maison, tu peux m'aider pour le frigo? Ah, c'est bon, je suis fatigué. T'as rien compris, toi. T'as rien compris. Le chesed, c'est d'abord où? Chez toi. Avec qui? Avec ta famille. Et je vais vous exciter un petit peu plus, hein. D'abord ton mari, d'abord ta femme, après tes parents. Non. Vous entendez ce que je vous Non. dis? D'abord ta femme, Si. d'abord ton mari, Si. et après tes parents. Non, les parents d'abord. Mais oui. Une fois qu'on est marié, le plus important, c'est la maison. Maintenant, il faut être intelligent. Si tu sais que tu vas avoir un conflit à un moment donné, tu ne pourras pas faire les deux. Et alors avant, je lui parle de ça, c'est très intéressant. Il dit, comment est-ce que tu peux réussir à t'en sortir? Il dit déjà, il faut que tu sois persuadé d'une chose. Que Minim Tzab Makom Rishon, qui est-ce qui a la première place, quoi qu'il arrive, c'est ta femme. C'est ta... Maintenant, il est extrême quand il parle. Hein. Attention, il faut voir le livre, je peux vous dire, tu peux pas mal le comprendre. Je te dis niveau travail, niveau obligation, niveau ce que tu fais. Ta femme te dit, je veux que tu restes, tu restes. Mais je vais prier Béachid. Je vais pas aller à la synagogue, je rate jamais. Tu restes. Pourquoi? En un mot, il résume tout. Bon, je vais pas le dire parce que mesdames, vous êtes là. Mais messieurs, quand on sera en petit groupe, je vous le dirai. Mais il a de très bonnes raisons pour ce qu'il dit. Il ramène des preuves extraordinaires à chaque fois. En tous les cas, quand tu sais que c'est ça, en général, il te dit que si une femme, elle sent qu'elle est aimée par son mari, vraiment, et qu'il lui a prouvé à plusieurs reprises
que même s'il avait des choses prévues, et qu'il avait peut-être d'autres intérêts, très importants, quand sa femme, elle a eu besoin vraiment de lui, il a dit, chérie, c'est toi et personne d'autre, et qu'il l'a fait. Pas qu'il parle dès qu'on arrive au moment opportun, il n'y a plus personne, il se défile. En général, une femme, quand elle sait qu'elle a l'amour et la confiance en son mari, qu'est-ce qu'elle va lui dire au bout de 5 minutes? Vas-y chérie, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Mais attends, il y a 10 minutes, tu m'as dit que tu ne pouvais pas te débrouiller sans moi. Makara, une femme, elle n'a pas forcément besoin de ta présence. Elle a besoin de sentir que dans ton cœur et ton esprit, elle est présente avant tout le monde. Ça, clan numéro 1. Quelqu'un qui comprend ça et qui est capable de l'appliquer, parce que c'est très dur à appliquer. Par exemple, dans la Barouche, il parle également des reproches. Le poison d'une maison, c'est les reproches qu'on peut faire à sa femme. Maintenant, est-ce que c'est tentant? Oui. Est-ce que très souvent, c'est pas la majorité du temps, c'est justifié? Bien sûr que oui, on n'est pas des fous. On ne cherche pas à allumer un incendie à la maison pour rien. Oui ou non? Mais il te dit, mais ça, Baba, c'est un gros problème. Maintenant, moi, j'ai parlé avec des gens qui sont très proches de lui, parce que quand je vois quelqu'un qui parle beaucoup, bah, j'aimerais savoir comment lui se comporte chez lui, sinon ça vaut rien. Oui ou non? On a parlé de ça. Tu peux être le meilleur donneur de leçons, si la maison, tu n'es pas capable d'appliquer, qu'est-ce qu'on a gagné? Les gens, ils m'ont dit, si tu savais comment le Rav Arouche, il est avec sa femme, il n'existe pas. Des fois, il a des cours, le Rav, prévus. Il y a des gens qui l'attendent. Les gens, ils l'attendent pendant une demi-heure, tac à la porte. Il sort, il dit, ma femme, elle veut pas que je parte. Mais non, attends, t'imagines Rav Arouche, il a 70 berges. Il y a des gens qui l'attendent, il est mondialement connu. Non, sa femme, elle lui fait entre guillemets, on va dire, une crise. Tu restes. Pourquoi? Pas pourquoi, je sais pas. Encore une fois, je lui dis, il y a une raison, je dois la dire à vous en privé. Ah, dommage. Et oui, mais c'est très. Si le livre est réservé pour les hommes, c'est pas pour que je vous le fasse à l'oral après. Et au bout d'un quart d'heure sur verre, il dit, c'est bon, j'ai le Ishur, je peux y aller. Ah, Kara! Des fois, une femme, peut-être, elle a besoin de sentir que son mari, la bête, c'est encore comme ça. Or, si tu es intelligent et tu as bien travaillé en amont, pas au bout de 20 ans de mariage, tu te mets au boulot. Déjà, au bout de quelques années, tu mets direct au travail. Tu vas voir, tu dis, écoute, ma chérie, tu sais, on est à l'approche de Pessah, je sais que tu as besoin de moi, je vais faire tout ce que je peux. Je sais que ma mère, là, dans les 48 heures, le téléphone il va sonner, va vouloir que je fasse le frigo, le congélateur, je lui amène la vaisselle de la cave. Je sais que ça va tomber dans les jours où toi, tu as besoin. Alors, viens, soit on est intelligent déjà, on s'organise en avance, ou soit je te demande, est-ce que tu es prête à ce que j'aille chez elle? Et évidemment, après, je m'occupe de ça. Si une femme, elle sent que tu la bases pas pour aider ta mère, et que tu dis pas tout le temps, il n'y a pas comme la bouffe de ma mère, il n'y a pas comme les boulettes de ma mère, il n'y a pas qu'un truc de ma mère. On est très fort pour ça, encore une fois, ça peut être vrai. Tu as grandi avec le goût de ces tchouchouka dans ta bouche depuis que tu as 2 ans. À te le mélanger comme ça dans la daïssa, dans le truc. C'est normal que pour toi, c'est un truc extraordinaire. Il faut être intelligent, même si c'est vrai. Ta femme cuisine mal, elle te fait une pierre à la place du pain. Vous voyez, ce qui peut arriver, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Tu ne dis pas, rassera le pain de ma mère. Eh ben, vas-y, retourne chez ta mère si tu veux. Comprenez? Il faut être intelligent. Si tu dis, écoute, tu me dis non, j'y vais pas. Tu me dis oui, j'y vais, et elle sent que c'est honnête, elle va te dire, Akasha, si tu as besoin d'aide, tu me dis. Mais encore une fois, c'est une éducation, c'est une habitude à prendre et c'est très compliqué. Comment il dit le Rouge, comment il arrivait à ne pas faire aucune remarque à sa femme? Parce qu'il faut se lever tôt. Il faut se lever très tôt. Il dit qu'il a commencé, quand il s'est marié, quand il a commencé à comprendre comment ça fonctionnait, 20 minutes par jour. 20 minutes par jour. Soit vous le prenez en photo, soit vous lui donnez un coussin. 20 minutes par jour, il ne fait pas de remarques à sa femme. 20 minutes par jour, il ne fait pas de remarques à sa femme. 20 minutes. Il dit là, remets-le d'abord, quoi qu'il arrive, je ne sais pas, il t'appelle Raolam, je n'ouvre pas ma bouche. 20 minutes tous les jours. Une fois que ça s'est acquis, bon, on passe à quoi? On passe à 22 minutes. Vous savez comment on commence à courir? Comment on commence à courir? Il y en a qui, bon, Hachem, naturellement, il peut faire des marathons pendant 1 heure, le gars, même pas il transpire. Limite, il transpire, ils sont encore meilleurs qu'avant, sans le parfum. Il y a des gens comme ça et tu sais pas comment ils sont nés. Il y a un type, tu lui dis cours. Alors, je parle pas de celui qui doit perdre du poids, qui a 50 kilos, le pauvre dit, tu vas courir, tu dis, misken, il va mourir. Je parle de celui qui a l'air bien, il court, il n'a aucun cardio. Mais comment il fait? Déjà, il faut de la volonté. Et deuxièmement, il va falloir s'entêter. Tous les jours ou toutes les semaines, 1 fois, 2 fois par semaine, je cours 5 minutes. C'est pas possible. 5 minutes. Il va mourir. Il a fait 5 minutes, fait 6 minutes. Tu dis arrête, c'est combien de minutes? Je vous dis, en tant que quelqu'un qui a commencé à courir de zéro, qui faisait ensuite des courses pendant 1 heure, 2 heures sans m'arrêter,
vous rajoutez des minutes à chaque fois, ça paraît la fin du monde. Tu as envie de tuer le monde, et toi avec. Mais à partir du moment où tu t'habitues comme ça, hop, 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 et tu grandis. Mais c'est pareil pour tout. On fera, si tu veux, peut-être un cours quand je serai un peu plus, même moi, calé, j'aurais discuté un peu plus sur comment on s'éduque vraiment pour atteindre des niveaux dans tout, dans le Shalom Bayit, dans la Emouna, dans le Bitachon, dans la générosité, dans ça, dans moins regarder de travers les gens. Comment tu fais? Il faut savoir que tout est un muscle à travailler. Il n'y a rien qui vient en acquis. Si vous avez des choses en acquis, c'est un cadeau. Et même celui-là, il a développé. Mais quand on n'a rien, c'est pas grave. Ah ouais, mais je suis condamné, pas du tout. Un kol talou bémi, tout dépend de qui? Que de toi. Que de toi. Tu te prends en main, tu as vraiment envie. Tu peux y arriver. En davar omed lifnei haratzon. Ok? Bon, rien ne tient devant la volonté. Si tu as vraiment envie de quelque chose, tu peux y arriver. Bon, revenons à ce qu'on disait. Donc on a parlé de Rabbi Balanes, qu'est-ce qu'on a dit? Akadosh Baruch Hu, il a attendu que si chez les hommes la situation est claire, que Rabbi Meir il est nickel, il n'a pas été influencé, il n'a jamais fait des mauvais plis, qu'est-ce qu'il dit à partir de maintenant? Bachamaïm, dans le ciel, je m'adapte au jugement des êtres humains, et si eux ils pensent bien sur une personne, alors moi aussi. Alors encore une fois, on ne parle pas d'une personne qui fait tout bien et stam, on est crochet de bon pour rien. Moi j'ai rien fait, j'ai entouré de tarés, aucun problème. Mais si tout le monde te regarde bizarrement, c'est pas eux les tarés. C'est toi. C'est toi qui vas éveiller ici, quelque part, la suspicion des gens. Top. Maintenant, Rabotai, je vais vous raconter quelque chose de très, 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 très intéressant. Ok? Pour vous montrer ce que c'est de ne pas rentrer dans les problèmes. Vous avez entendu parler du Rabbeinu Gershom. Tiens, Steve, c'est pour toi. Vous avez entendu parler du Rabbeinu Gershom. Alors, je ne vais pas dire la partie qui t'intéresse, mais écoute, l'histoire, elle est belle. Hein? Non, la partie qui m'intéresse. Ah, ça y est? D'accord, attends-le. Bon, c'est pas grave. Il a dit, c'est une femme de Rabbeinu Gershom, c'est qui? C'est dans l'année 1028. Ok, ça remonte un petit peu. Il a fait la fameuse takana qu'un homme ne peut pas se marier avec plus d'une femme. Non, pas plus de deux, plus de une. Hein? C'est bon. Ok, c'est lui. Avant Gershom, on avait le droit d'être ce qu'on appelle polygame. Les plusieurs femmes, etc. Alors, pourquoi est-ce que déjà, à la base, il a interdit? Il y a deux versions folles. Une simple et une histoire incroyable. La première, c'est quoi? Il a dit, bah, c'est simple. Qu'est-ce qui se passe? Les gens avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient en business pendant très longtemps. Ok, je vous dis une bêtise, ils habitaient en France, ils allaient maintenant en Afrique. C'est pas aujourd'hui, tu prends un avion, tac, tac, tac. C'était des mois de trajet. Des fois, les gens ils restaient des années en dehors de la maison. Maintenant, écoutez bien, les gens, c'était des tzadikim. Je dis, attends, viens, on fait un calcul très simple. Moi, je suis un être humain, je suis un homme. Des pulsions, j'en ai, des envies, j'en ai. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si je reste 5 ans sans femme? Catastrophe. Manishama, elle est pourrie. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans leur ville, ils faisaient un chidour. Ils prenaient une deuxième femme, ils avaient des enfants, ils avaient 2 maisons. Et c'était normal dans la tête de tout le monde, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que Rabbi il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. C'est quoi? Il dit, ok, attends, aucun souci. Pour l'instant, c'est autorisé, ok, il se marie avec elle. L'autre, évidemment, c'est pas sa sœur, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est avec une autre femme. Une, c'est une européenne, l'autre, c'est une africaine. Ok, impossible qu'il y ait un lien. Très bien. Sauf que, des deux côtés, il a des enfants. Non, c'est pas une question de jalousie, écoutez bien. Il y a des enfants. Comment tu peux savoir qu'un jour, celui-là, son enfant à gauche, son garçon, il ne va pas rencontrer sa fille de l'autre côté qu'il ne connaît pas, il va tomber, il va vouloir se marier. Mais je vais me marier avec ma sœur? Il ne peut pas. Il dit, mais comment tu veux savoir qui est qui? C'est pas comme aujourd'hui, tu as des en digital. Avant, c'était une plaie, tac, tac, la famille, elle a l'air bien, on fait ça. Elle dit, donc, du coup, Raphaël, si tu peux gérer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à partir de maintenant, on arrête ce massacre parce que ça va créer des liens interdits entre les familles elles-mêmes. Et il y a une autre histoire qui est incroyable, une autre version. Pourquoi Rabbeinu Gershom, il a dit, stop. Et vous allez voir, nous, le message qu'on en sort. Alors, écoutez, c'est quoi le problème? Il est très beau. Rabbeinu Gershom, un jour, il y a le Keïsar, comment on appelle ça, le Keïsar, l'empereur, bravo. L'empereur impérial, il avait entendu parler, écoutez bien, de la chaise de Shlomo HaMelech. Donc, vous savez que la chaise de Shlomo HaMelech, c'était une création extraordinaire, des mécanismes. Un lion qui venait, il le portait, dès qu'il s'asseyait, il y avait un aigle qui venait lui apporter la couronne sur la tête, c'était un truc complètement fou. À part qu'elle était magnifique, c'était incroyable. Et lui, il entend parler de cette chaise, il a dit à Rabbeinu Gershom, je veux que tu me construises exactement la réplique parfaite de la chaise du roi Salomon. Maintenant, les amis, il fallait la faire en or, hein, passage. Et Rabbeinu Gershom, il a dit, je veux pas. Je lui ai dit, pourquoi tu sais pas? Il dit, non, je sais exactement comment il faut la faire, j'ai tous les détails en tête. Il a dit, alors, on va, hein.
Il dit, ah bah, yeah, c'est que je sais qu'à un moment donné ou à un autre, ça va mal parler et on va dire que j'ai détourné de l'oseille. Je ne veux pas rentrer dans les problèmes. L'empereur était tellement obsédé par cette idée, il a dit, je te promets que même si quelqu'un va dire sur toi quelque chose, je ne l'écouterai pas, je ne croirai pas. Il a tellement saoulé avec ça, bon, Passaf, il n'a plus d'excuses. Il fait ce que l'empereur lui a demandé. Donc, il rentre dans les salles du trésor du palais, il prend tout l'oseille qu'il a besoin, il commence à construire la chaise. Incroyable. Le résultat, il est époustouflant. Maintenant, évidemment, dès qu'on donne beaucoup de kavod à quelqu'un, ça fait des jaloux. Vous pouvez imaginer si le kavod à qui tu donnes, c'est un feuge. Donc, imagine tout le palais royal qui est non-juif, la haine que ça a suscité chez eux. Et bien sûr, ça a commencé à payer. Ouais, ce juif, tous les juifs ont de l'argent, tous les juifs sont riches, nanana, c'est pas possible, il y a eu l'oseille, il y a eu l'oseille, l'oseille. On est sûr qu'il a détourné de l'oseille. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Même quand c'est toi qui gères les travaux, tu as des employés, tu leur confies du matériel. Est-ce que tu peux être sûr qu'eux-mêmes, ils n'ont rien pris? Est-ce qu'il n'y a pas eu des chutes? Est-ce qu'il n'y a pas eu des pertes? Tu ne peux pas le savoir. Il a dit, moi, je sais que j'ai rien pris. Ils ont tellement pris la tête à l'empereur, évidemment, il dit, non, il est droit. Et ça marche une fois, un jour. Mais que pendant des mois et des mois et des mois et des mois, il a mal à la tête, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, même s'il veut, il ne sait pas comment peser la chaise. Il ne sait pas comment faire pour savoir exactement combien donner, combien payer, il ne sait pas. Et écoutez bien, Rabbeinu Gershom, il avait deux femmes. Une avec qui il s'entendait très bien et l'autre, c'était chaud. Shabbat, quand tu passais là-bas, c'était un peu chaud. Les enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est jaloux. Ils ont soudoyé la femme qu'il n'aimait pas pour lui sortir les vers du nez. Comment est-ce qu'on peut savoir si la quantité d'or qu'il a pris, tous les trésors qu'il a pris, est-ce que ça correspond au poids de la chaise au final ou pas? Au début, elle ne voulait pas parce que c'est quand même son mari. Mais bon, à force, elle a fini par craquer. Enfin, la première fois qu'une femme craque devant une tentation, n'est-ce pas, mesdames? Ouais. Et là, elle va lui soutirer les vers du nez. Et Rabbeinu Gershom, il dit, c'est simple. Il faut prendre un bateau, il faut aller sur l'eau. Il faut prendre la quantité d'or qui a été demandée dans le palais royal. On la met sur le bateau et on voit le bateau jusqu'où il s'enfonce dans l'eau et on fait un trait. Ensuite, on enlève et on met la chaise. Si ça arrive au même niveau, c'est que tout va bien. S'il y en a un des deux qui n'est pas au même niveau, c'est qu'il y a eu des tournements de fond. Elle va faire la balance. Évidemment, elle dit ça à ceux qui vous l'entendent. Et là, on pèse la chaise et effectivement, on a un écart. Donc pareil, est-ce que vous pensez que Gershom il s'est mis dans la poche? Non, à Valma. Tu ne peux pas savoir d'où il est parti. Un mec, un employé, il a volé, l'autre, il a volé. En tout cas, il y a un souci. Donc l'autre, maintenant, l'empereur, il ne voulait pas croire, il voit la vérité en face de lui. Il le met. Ouais, c'est un peu, je sais pas, il y a un dessin animé comme ça. Je sais pas s'il y a une princesse là, qu'on a mis dans une tour, on ne peut pas descendre. J'ai oublié ce que c'était. Ça me rappelle des souvenirs petits. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Ok? Maintenant, donc ça, c'est sa femme qu'il n'aimait pas. Elle a balancé. Maintenant, il a sa femme qu'il aime. Elle va tous les jours le voir. Elle essaie de lui parler, remonter le moral. Il lui dit, mais comment je vais te faire sortir d'ici? Et il a eu une idée. Extraordinaire. Hein? Il dit, oh, ce que tu vas faire, tu vas prendre un petit verre de terre. Tu vas attacher un fil très fin à lui. Et tu vas le mettre en chemin. Donc, il va monter droit. Et il va monter, grimper jusqu'à là-haut. Moi, je vais attraper le fil. Toi, à l'autre bout du fil, tu vas accrocher une corde. Je vais monter la corde, je vais l'attacher, je vais descendre. Et c'est comme ça que Gershom, il s'enfuit de sa prison. Deux choses. Il y a pas de ce moment-là. Deux femmes, terminé. Trac! Je vous dis la vérité, nous avons rendu un service. Déjà, avec une, c'est compliqué. T'imagines deux, le massacre. Mais deuxièmement, qu'est-ce que nous, on a gagné? L'enseignement qu'on cherche. L'enseignement, il a dit quoi? Ne rentre pas dans les problèmes. Quand tu sais, moi je vous dis, j'ai vu des situations arriver devant moi. Je sentais l'embrouille à 1000 mètres. Mais viens, on fait ça. Attention, c'est cachère, évidemment. Je lui mets deux baffes. Mais tu sens qu'il va y avoir un problème. Il va y avoir un manque de confiance. Je ne lui dis même pas, bon, ça c'est un truc personnel, je ne lui dirai pas parce qu'un mec qui m'a parlé Shabbat, il était mort de rire, je lui dis complètement fou, toi, même pas en rêve, je le fais avec toi. Tu sais qu'il va y avoir embrouille. Maintenant, évidemment, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va être nickel. À Valma, à un moment donné ou un autre, ça va exploser. Ok? Allez, pour la dernière histoire, et je vais arriver à la conclusion des rattachés. Et je pense que je vous l'ai déjà raconté cette histoire, mais elle est tellement belle. Je vous avais déjà raconté l'origine de la richesse, de la fortune de la famille Rothschild. Ou pas? Non. Je l'ai dit ou pas? Hein? Alors je raconte l'histoire, regardez. Elle est très belle, vous allez voir comment avec ça on va réussir à avancer. Les hôpitaux, non? Les hôpitaux, non, c'était les banques Rothschild. Ils ont fait surtout l'oseille dans les banques.
On avait une personne qui s'appelait Meir Parotid Anchel. C'était leur nom à la base. Meir Anchel, écoutez bien, c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et il travaillait dans la maison d'un Tamid Raham qui s'appelait Rabbi Tzvi Hirsch Horowitz. Ok? Une lumière en Torah. Ce Rabbi Tzvi Hirsch, c'était pas quelqu'un qui était riche. Il avait sa fille à marier. Il a économisé toute sa vie de l'argent pour marier sa fille. Il arrivait un total à la fin de 500 pièces d'or. Donc pour marier, pour donner une dot, pour donner tout ce qu'il faut. Au bout de plusieurs années de loyer au service, Meir Anchel lui dit, écoutez Rabbi, je vais déménager dans une autre ville. Merci pour tout, pour ce sroud de nous avoir servi. Je dois partir. On est en pleine année, Bracha Ve'atzlacha, Toda Rabba. Il s'en va. Arrive la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire jeudi soir? Bdikat Hametz. Ah ouais. Ouais, n'oubliez pas, on va parler de ça la semaine prochaine si tu veux. Bdikat Hametz. Et là, il fait sa Bdikat Hametz. Maintenant, il y a Bdikat Hametz à la cool et la vraie Bdikat Hametz. T'as celui qui met ses 10 bouts de pain et qui trouve les 10 bouts de pain. 5 minutes, c'est plié. Et t'as celui qui fait ce que demande Allah, c'est-à-dire de chercher le Hametz dans tous les endroits où le Hametz peut se trouver. Donc, je vous ai fait un cadeau. Je n'ai pas dit de faire toutes les maisons, toute la remise là au-dessus, tu rentres jamais là-bas. Même les gosses n'ont pas le droit d'entrer, ça n'a rien de vérifier. Mais les endroits où tu sais que tu vas avoir du Hametz, il faut vérifier chaque placard. Donc ça prend du temps. Moi, Rabotel m'a dit tout à l'heure au collège, Raphaël Kanevski, même à la fin de ses dernières années de sa vie où il était vieux, fatigué, âgé, et surtout pour qui le temps ça valait et pas de l'or, beaucoup plus pour étudier la Torah, il commençait l'Abdikat Hametz au soir, il la finissait au lever du jour. Pour te dire comment le mec il faisait Khumra, je sais pas Khumra. Bon, pas grave, je vous angoisse pas, faites le minimum de ce qu'il faut, ok? Maintenant, notre Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa bougie, il commence l'Abdikat Hametz, et là il arrive dans son bureau, il ouvre les tiroirs parce que voilà, un gâteau, un truc, un machin, et là le tiroir où il gardait tout son oseille, hop, surprise, il n'y a plus d'oseille. On parle des économies d'une vie. Le type, prouta par prouta, centime par centime. Le mec, il est pas bien. Il a un vertige. Il prend un verre d'eau, il s'assoit tout de suite. Il est pas bien. Il s'est dit, attends, mais maintenant, qui était assez proche pour rentrer dans mon bureau? Pourquoi évidemment les soupçons sur qui? Meir Anchel. Il peut pas se retenir, il fonce dans la ville d'à côté. Meir ouvre la porte. Rabbi, quelle surprise! Vous voulez... Il a dit non, je reste pas. J'ai une question à te poser. J'avais 500 pièces d'argent dans mon tiroir. Est-ce que c'est toi qui les as volées ou pas? Et à pas, je vais droit dans les yeux. Oui ou non? Il y a eu quelques secondes de réflexion de la part de notre ami Meir. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis désolé, c'est moi. J'ai pas résisté. 500 pièces d'or. J'ai pas résisté. Tous les jours, c'est pas résisté. Rav Mechila, pardonnez-moi. Je peux pas vous rendre tout d'un coup parce que j'ai claqué une grosse partie, voire la totalité. Je vous fais paiement étalé. Top, écoute, ça arrive. Quoi la cavote, tu as reconnu. La tentation, je comprends. Todarba, il s'en va. Rabota, écoutez bien. Des années passent. Et tous les mois, notre ami Meir Anchel, il envoie une somme d'argent pour rembourser le vol qu'il a commis. Au bout de quelques années, on se rend compte que il y a celui qui tient l'auberge du coin, de la ville, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est parti de rien, clochard, gratté pour payer une pinte de bière. Il commence à arriver de temps en temps, maintenant il prend une bière sans demander à personne, il prend 2 bières, du bière il passe au whisky, il commence au Red Label, Black Label, vous connaissez un peu les whisky ou pas? Double Black, Platinum, Green, JB. Blue, magnifique. Et carrément il commence à dire, allez c'est ma tournée, et il paye. Et il paye. C'est pas possible. Il a cette oseille. Il a un clochard, celui-là à la base. Et un jour, quand il était bien arrangé, il dit, je t'en prie, fais ça rentrer. D'où j'ai ton oseille? Et là, il rigole. Il dit, ma femme, ça fait quelque temps, elle a été employée là-bas par un rabbin juif. Et un jour, elle a ouvert un tiroir, elle a vu une somme d'argent extraordinaire et elle a tout volé, on s'est enrichi. Le type, il entend ça. Ça commence à parler. Et ça arrive aux oreilles du Rabbi Horowitz. Et là, il comprend que qui lui a volé son argent, c'est pas Meir Anchel, c'est une autre femme de ménage Bichlal. Il recourt chez l'autre, toque à la porte. L'autre il dit, Rabbi, excusez-moi, il y a un peu de retard, c'est déjà Rosh Chodesh. Il dit, arrête ton mytho. Je sais que c'est pas toi qui m'as volé. Je dis, Rabbi, qu'est-ce que vous racontez? Il dit, arrête, on a trouvé le voleur. Ils ont été arrêtés. Il sait plus quoi dire. Il dit, mais je comprends pas. Je suis venu te poser la question, je t'ai pas accusé. Fallait me dire non, je t'aurais cru. Pourquoi tu as dit oui? La réponse a vous faire tomber. Je lui ai dit, Rabbi, j'ai fait un calcul très simple le jour où il me posait la question.
si vous êtes venu jusqu'à chez moi, et vous me posez la question, est-ce que c'est moi? C'est-à-dire que vos soupçons, ils se sont portés sur moi. Alors, même si je dis non, est-ce que je vais sortir 100% net de votre cœur? Je ne sais pas. Et à part ça, regardez le type. J'ai vu que vous aviez tellement de peine. J'ai dit, je ne peux pas laisser le Rav comme ça sans argent. Je ferai tout pour lui donner cet argent. L'autre, il a entendu ça. Il a pris ses mains. Il a dit, si c'est comme ça, Ani Gozer Alecha, je décrète sur toi une richesse, sur toi et tes descendants qui ne s'arrêtera jamais. Et sorti de là, la famille Rothschild. Ah. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Comment il s'appelait avant? Enchaîne. Incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, vous dites le mot Rothschild, vous pensez à quoi? À des poivrons et à des concombres? Non. Non, on pense aux banques, on pense à tout. On pense à tout ce qui est argent, n'est-ce pas? Et ils ont fait beaucoup de belles choses avec cet argent aussi. Ok? Mais en tout cas, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Je dis pour revenir sur le cas de ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Meir Anchel? Il a dit, je veux être nickel aux yeux des hommes. Maintenant, est-ce qu'il a fait une khumra chez Bachumrot, Vadaïm, 1 million de fois plus que ce qu'il aurait dû faire. Mais il l'a fait. Il dit, je veux pas qu'il y ait sur moi un soupçon. Mais vous savez ce que c'est la classe? Je vous dis, moi, je vous dis un petit conseil, de être la vérité. Demain, vous avez un malentendu avec quelqu'un sur une histoire d'oseille. Tu m'as dit, tu m'as pas dit, je t'avais dit ce prix, pas ce prix. Il n'y a pas vraiment de preuve qui a raison. Vous savez quoi? Tu dis, voilà, le message, t'es un mytho, je t'ai dit tant, tu m'as dit, ok, oui, mais j'ai pas compris, machin, etc. Ah, vraiment, moi, j'ai eu un cas comme ça, vraiment. Le type, il me demande quelque chose, je lui réponds, je lui marque tout. Maintenant, moi, je suis un Algérien, t'as compris? Ta. Tout est clair, tout est cadré. Le mec, il me dit, ok, je commence à faire et tout. Le mec, il me dit, mais j'ai jamais dit ça. Alors, je lui ai fait le travail, je lui ai tout fait. Je dis, tu racontes, c'est un gars que je connais, il est honnête, je l'adore, ça fait 10 ans que je le connais. Je dis, qu'est-ce que tu me fais, toi? Il me dit, mais t'es fou, mais jamais j'aurais accepté. Je lui dis, viens ici. C'est quoi ça? C'est quoi ces WhatsApp? Qu'est-ce qu'il me dit? Oh, t'as raison. Mais j'ai pas compris. Je dis, comment tu peux le comprendre? De lui-même, après, il a dit, c'est quoi? Ok, j'accepte. Mais alors, j'ai eu un autre problème avec quelqu'un. Indifférent, pareil. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit ça, mais alors pareil, j'ai montré les preuves, j'avais raison. Quand la somme, elle est, surtout quand la somme, elle n'est pas immense. Vous savez quoi? Je ne demande pas d'être des super-héros quand on parle des grosses sommes. Je dis, ma vie et sa vie, c'est ma vie qui passe avant. Quand c'est des petites sommes, je te promets que tu vas pas mourir. Ah, tu donnes, tu sais quoi? J'ai raison ou pas? Animé va terre. Vitour, pas tu lui dis en partant comme ça, ah, tu vas voir, ton oseille, tu vas le sortir, en médicament, en truc, des insultes, garde ta bouche, garde, je sais que tu es énervé. Sois un mévater. On dit quand tu donnes, bien tu donnes. En plus déjà, mais en plus c'est même pas que tu donnes, là que tu fais cadeau alors que ça te revient, c'est un niveau au-dessus. Alors à Botaï, pour terminer, on a posé la question, mais pourquoi Moshe est rentré dans tout ça? Alors sachez une chose, il y a 3 éléments de réponse différentes. Premièrement, Moshe au début il a voulu donner de l'or. Il a voulu dire, voilà, le bilan, il a été tant et tant, à Valma. Quand il a commencé, rien qu'à donner le bilan d'argent, Kesef, Hazen nous dit que Moshe, il a eu un trou de mémoire sur une certaine partie des récoltes d'argent, sur quoi ils avaient utilisé. Et là, il fait le calcul devant tout le monde, et là, il dit, attends, il manque un truc. Et tout à coup, on entend quoi? Une batte colle, une voix céleste, qui sort et qui dit, Moshe, l'argent en question, tu as utilisé pour faire quoi? Pour faire, comment on appelle ça, les vavim, les crochets du Mishkan, c'est là-bas. Alors imagine demain, tu as un doute si moi je t'ai touché de l'oseille. Tu as Yonavi qui vient qui dit tac, tout est nickel. Tu vas poser des questions sur autre chose? Non. Si une batte colle, elle a déjà témoigné sur Moshe que tout est clean, il dit Moshe sur l'or, on n'a pas besoin. Deuxième chose, c'est quoi? Très belle réponse. Moshe il a dit, vous savez, même si les gens, comme on l'a dit, sont rajdaïm, ils sont suspicieux, mais même dans les êtres humains, il y a 2 classes sociales. Il y a les pauvres et il y a les riches. En général, il te dit, un riche quand il donne, il a. Ça va pas trop s'intéresser qu'est-ce que tu fais avec l'oseille que tu lui as donné. Il donne. Quand il fait, on parle pas dans quelqu'un qui veut du kavod, des trucs, il est au laïchiva, il est au mondon, il est où ma plaque, tu parles pas de ça. Quand il donne, j'ai que les autres, ils lui rendent. Qu'est-ce qui va commencer à gratter au fond, qu'est-ce qu'il fait, comment il gagne son oseille, comment il s'achète encore une voiture, comment il a déménagé, comment il part en vacances 2 fois par an? C'est celui qui galère. Celui qui galère tous les jours, il est excité, il est énervé, il est jaloux de celui qui réussit. Pas de mal à la saute. Pourquoi lui, pas moi, et comment il fait, c'est pas possible, c'est sûr que c'est un voleur, c'est un arnaqueur, c'est incroyable. Moshe, il a dit, qui a donné le cuivre, l'argent? C'est les gens qui ont des moyens restreints. Qui a donné l'or? C'était les plus riches du Ham Israël.
Elle dit, les riches, ils vont pas me demander des comptes. J'ai pas besoin de donner d'or. Par contre, le reste, eux, ils vont commencer à me chercher la petite bête. J'ai tout donné, j'ai tout envoyé. Alors, je sais qu'ils vont me laisser tranquille. Et la plus belle des réponses, Rabotai, écoutez bien. Quand les Bnei Israël, ils ont commencé à entendre, parce que Moshe, on a dit, qu'est-ce qu'il a fait sur l'or? Il s'est pas dessus complètement. Il a dit combien d'entrées il y a eu. Simplement, qu'est-ce qu'il a pas dit? Combien de sorties? Combien de dépenses? Quand Moshe Rabbeinu, il a commencé à dire ce qui est rentré en or. C'est énorme, hein? Il y a quelques rabbins qui se sont amusés à faire un petit calcul. Apparemment, on est à peu près en don en or, 1250 kilos d'or. Imaginez la fortune que ça vaut aujourd'hui. 1250 kilos. C'est énorme. Sauf que, quand les maîtres ils ont entendu ça, ils ont dit, Moshe, on n'a pas besoin d'entendre la suite de la phrase. Pourquoi? Tu veux pas des comptes? Vous avez dit que j'ai grossi. J'ai pris 3 tours de taille. Dieu bénisse Moshe, bravo les boulettes, blabesse ça, blabesse les vacances, blabesse la voiture. Pourquoi? Il dit, quand les Israéliens se sont rendus compte qu'il y avait 1250, ils ont dit, quoi? Il n'y a que 1250 kilos d'or qui sont rentrés? J'ai dit, c'est 1250, c'est vrai que 1250. Donne-moi 1 kilo à moi d'or, je suis content, je t'embrasse, on est meilleur ami jusqu'à la fin des ans. J'ai 1250. Tu n'as pas compris. Quand tu regardes la liste du Mishkan, Rabotai, il y avait des kélim, des ustensiles entiers, massifs, qui étaient faits que d'or. On a la table, on a le misber des kétorettes, on a l'or qu'on a utilisé pour les habits du Kohen, on a le caporette, on a les chérubins. Tout ça, c'était en or massif. Pas du toc que tu vas acheter à Swarovski là-bas. Or massif. Rabotai, si on fait un calcul approximatif, on arrive à plus de 5 tonnes d'or. Je pose la question. De 1250 kilos à 5 tonnes. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, attends, je comprends pas. Si on a donné 1250 et qu'on en a sorti 5 tonnes, comment on a fait? Réponse, il y a eu un donateur. Qui est donateur? Moshe Rabbeinu a été le plus grand donateur pour la construction du Mishkan. Quand les Vézés ont entendu combien il rentrait, ils ont dit, mais Moshe, on a honte! On a honte d'avoir parlé. On a honte. Tu comprends que non seulement tu n'as pas gratté, mais pas d'ailleurs, tu as donné 10 fois, 1 million de fois plus que tous. Alors, on m'a fait terminer avec ça. Et je voudrais vraiment qu'on retienne ce point pour terminer. Est-ce qu'on a l'obligation d'être clean aux yeux des gens? Réponse oui. Est-ce que je t'ai demandé d'être parano? Non. Est-ce que j'ai demandé de faire cas de tout le monde, de n'importe qui dans cette situation? Non. Mais on ne doit pas créer le doute sur nous. Il ne faut pas. Ah, je m'en fous, je fais ce que je veux. C'est pas vrai, c'est une erreur. Parce que si tu éveilles le soupçon chez les gens, tu dis ouais, je m'en fous, je fais ce que je veux. Sachez qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir un retour de manivelle. Il y a des bruits qui courent. On dit ça, je sais pas. Faut pas faire ça. Et comme on a dit, à quand je me retrouve alors qu'il connaît toute la vérité. Tant que Rabbi Meir Balès, il n'a pas entendu de ses oreilles, entre guillemets. Que les hommes disent, on sait très bien que Rabbi Meir, il est clean, il n'y a aucun problème. Il a dit lui-même, il s'est commencé à dire les chidushim que Rabbi Meir, il avait dit de son vivant. Si Hachem, il lui fait raboter, alors nous, c'est encore plus. Mais rabotaï, ça, c'est par rapport au Chashoud. Celui maintenant qu'on soupçonne. Et maintenant, je voudrais parler une seconde, vraiment pour terminer, de celui qui porte les soupçons sur quelqu'un, le Rocher. Celui qui voit mal la personne. Parce que vous savez, dans la vie, on peut être dans les deux costumes. Des fois, tu dis, mais j'ai rien fait, pourquoi les gens parlent mal de mal, etc. Et des fois, c'est toi qui portes le mauvais jugement. Vous vous posez la question, comment les Israéliens sont arrivés à pouvoir mal parler de Moshe? Comment? C'est un ange. Tu parles mal d'un ange, tu parles mal d'un tzaddik, tu parlerais mal de Baba Salé, personne ici. Il y en a pas un qui me dirait, moi je suis prêt. Moshe. En Bretagne, il faut remettre les choses dans leur contexte. Moshe. Chazal, ils disent, vous savez comment on est arrivé à soupçonner Moshe? Mais réellement, hein, on a commencé par la moquerie, par la Leitzanout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit tout de suite, Moshe c'est un voleur. Tu rigoles ou quoi? Moshe c'est un voleur. Moshe c'est un voleur, t'es fou, personne ne va te croire. Qui sont comment à dire? Il a grossi, hein. Le rabbin, depuis qu'il s'est marié du bénis, il a pris 3 kilos. Ah, depuis qu'il est parti en poste, il a changé de voiture. Ça, juste on rigole. Autour du café, après la tefila le matin, on voit que la chemise du rabbin commence à tirer, elle sourit maintenant. Lui, il sourit pas, mais sa chemise, elle sourit. On rigole, on fait une blague, semaine après semaine, semaine après semaine. Sur son poids, sur son argent, sur ses rentrées, comment il gagne sa vie, quand t'as des vacances.
Et au fur et à mesure, on arrive à installer un vrai doute dans la tête des gens. Il dit Srazal Rabotai, la pire des choses qu'on peut pourrir la neshama d'une personne, c'est à travers la letzanout. C'est à travers la moquerie. Une personne qui s'habitue à moquer, à se moquer, il peut dégringoler très 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 bas. Il n'en est même pas conscient. Chazal dit que c'est la porte à beaucoup de choses. Mais sachez qui est le pire. Évidemment de se parler sur les uns les autres. Mais le pire, Rabotai, c'est de se permettre de parler sur les tamis des Chachamim et des Tzadikim. Combien de personnes, je vous dis, des fois, moi j'ai peur pour la personne. Je vois des gens avec une assurance. On parle d'un rave, il dit, ah, de qui tu parles? De celui-là, là? Vous savez comment ils ont parlé de Moshe Rabbeinu? Ils n'ont pas dit Moshe Rabbeinu, ils ont dit, vous avez vu comment elle est grasse la nuque de Ben Amram? Imaginez un jour, vous entendez quelqu'un qui dit, ah, mais c'est bon, là, tous les babas, là, les babas sucrés, babas salés. Je vous dis comme ça, mais j'ai peur pour lui. Je dis, comment tu parles comme ça d'un tzaddik? Ouais, mais on rigole. À l'époque des Moshe Rabbeinu aussi, ils ont rigolé. Sachez, vous avez une personne qui se permet de mal juger, de mal parler, de se moquer. Il démonte sa neshama. Azov qui fait du mal à la personne parce qu'il lui cause du tort. Vous voulez être égoïste? Pensez à vous. Vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même dans vos neshamot. Mais c'est quoi la clé pour ne pas tomber? La limite Rabotai, c'est la letzanout. Ne tombez jamais dans la letzanout. Ne tombez jamais. Ashriya Isher Labasad Reshaim. C'est quoi un rachat? Quelqu'un qui se moque des gens qui tombent tout à la rigolade. Rabotai, il y a papier. Bezrat Hashem, qu'on soit capable d'appliquer ça, on va répéter pour résumer. Les salauds, on oublie. Être suspicieux par rapport aux autres, c'est pas bien. Est-ce que nous, on doit faire notre boulot pour être clean aux yeux d'Hachem, aux yeux des hommes? Un grand oui. Baruch Adonai L'Olam, amen, razak à tous. À la semaine prochaine. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות